Nous clôturerons ces colloques avec la conférence de Jean-Pierre Brun et moi-même, Yolanda Peña, que nous emmènerons à la recherche du vin produit dans la Andalousie romaine avec une conférence intitulée « Les grandes productions viticoles de la province de la Bétique, un système de production d'origine indigène qui se révèle peu à peu ». Et dans le cas de Jean-Pierre Brun, il est impossible de résumer ses mérites en un seul paragraphe. Comme vous le savez tous, il est membre du Collège de France depuis 2011, membre du CNR depuis 1993 et directeur du Centre Jean Bérard à Naples de 2000 à 2011. Je ne pense pas exagérer en vous disant qu'il est la personne qui a étudié avec plus profondité les processus technologiques de production de l'Antiquité, en particulier dans les cas du vin et de l'huile, mais aussi en relation avec d'autres métiers, y compris ses études sur l'énergie hydraulique. Il m'est très difficile de présenter mon professeur, même si je pense qu'il n'y a pas besoin d'être présenté. Dans mon cas, je suis professeur au département de préhistoire et archéologie à l'Université nationale d'éducation à distance de Madrid depuis 2017, bien que je travaille sur les questions de production liées au vin et aux huiles anciennes depuis 2001. Entre un certain nombre d'articles, j'ai publié des ouvrages monographiques sur les industries des vins et des huiles. En 2010, Torcularia, la production de vin en hispanique, et cette année, de Trail Heavy, technologie de pressurage dans le monde romain et tardo-antique, qui analyse ces phénomènes d'un point de vue global, couvrant toutes les provinces de l'Empire. Je commence avec notre conférence. Avant de démarrer cette conférence préparée avec le professeur Jean-Pierre Brun, je voudrais dédier quelques mots de remerciement à celui que je considère comme mon professeur. Cher Jean-Pierre, comme toujours, c'est un honneur de travailler avec toi. Ton intuition, combinée à ta connaissance des processus agricoles anciens, fait qu'il est impossible de ne pas continuer à apprendre et à t'écouter. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance pour travailler avec toi sur ces projets et merci pour tout que tu as fait pour moi et pour notre discipline au fil des années. Après ce momento motivo, nous commençons notre conférence. Le vin produit dans la province de Baetica est un lieu inconnu de la recherche internationale. Nous savons peu de choses sur les récipients dans lesquels il était commercialisé. Et sa mention dans les sous-écrits est très limitée et disent qu'il y a 5 ou 6 ans, nous ne savions rien ou presque des espaces et des outils liés à l'élaboration de ces produits. Peu à peu, le panorama commence à changer, une fois que l'homme a pu identifier les systèmes de production sur lesquels il repose. Il révèle une viticulture principalement basée sur les traditions indigènes avec une forte influence de la culture agraire phénicienne. Tout au long de ces conférences, nous analyserons d'abord les sources qui ont été traditionnellement étudiées pour tenter de caractériser les vins vétiques, sur écrit, amphores, épigraphie et numismatique. Dans une deuxième partie, nous voudrions comprendre pourquoi, malgré nos recherches consciencieuses, nous n'avons pas pu trouver les traces matérielles de la production de vins vétiques. Nous recherchions la tradition italienne, lorsque la vinification se faisait principalement dans le style ibérique, avec des orcailles et des bâtiments basilicaux comme nous verrons. Enfin, dans la troisième partie de notre intervention, nous analyserons spécifiquement le pauvre archéologie de la production de vin dans la province de Baetica, en soulignant les lacunes et les progrès de la recherche au cours de ces dernières années. Nous commencerons cette revue des témoignages traditionnellement utilisés pour analyser ces productions en commençant par les sur-écrits. Strabon affirmait qu'en Tour-d'Étanie, assimilant ces régions à ce qui deviendra plus tard la province hispanienne ultérieure Baetica, on exportait du bleu,
beaucoup de vin et d'huile, ces dernières non seulement en quantité, mais aussi en qualité exceptionnelle. Cette affirmation a été utilisée pour renforcer l'idée que le vin était produit en grande quantité dans ces régions pour les marchés interprovinciaux dès les premiers siècles avant Jésus-Christ. Ces vins n'auraient pas été de grande qualité, contrairement à l'huile dont les qualités étaient mises en avant. Dans le cas des barons, qui en tant que les gars de Pompée connaissaient l'Hispanie ultérieure de première main, on trouve deux mentions du vignoble bétique. Dans l'une, il fait référence à une variété de vins typiques des vignobles hispaniques et dans l'autre, il parle d'un récipient spécifique pour la fabrication du vin, l'orcaille, dont nous verrons tout au long de cet exposé qu'il est l'un des éléments différenciateurs de la vinification hispanique. Columella, originaire de Cadiz, est une source privilégiée pour l'étude de la viticulture romaine, analysant en détail les techniques agricoles et les processus de vinification, bien qu'elle ne fournisse pratiquement pas de données spécifiques sur les volumes ou les régions de production des vins vétiques. Il ne fournit malheureusement pas de données précises sur les volumes ou les régions de production de ces vins, ni sur sa commercialisation régionale ou interrégionale. Nos possibilités de reconstituer la production viticole bétique sont donc très limitées au vu des informations textuelles. Du point de vue de l'archéologie, elle présente également de grandes difficultés, compris pour l'étude de ces amphores, qui n'est pas aussi développée qu'on pourrait s'y attendre. Des amphores imitant les forts italiens, Dressalan et Dressel de Cat ont été trouvés dans les vallées du Guadalquivir depuis la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais les récipients les plus caractéristiques liés, non sans controverse, au vin vétique est l'amphore Halter 70, commercialisé entre 5 ans avant Jésus-Christ et 90 après Jésus-Christ. Ce type d'amphore est produit dans toute la vallée du Guadalquivir et sur les côtés de Cadiz et de Huelva, ainsi que sur les côtés méditerranéens andalous. Les études de César Carreras montrent que ce type d'amphore est largement répandu dans la Méditerranée occidentale et dans l'Atlantique Nord, comme vous pouvez voir dans l'image, avec une forte concentration de ces Halter 70 dans le nord-est du Limes germanique. Ici, vous pouvez le voir. Ici, vous pouvez voir ce type amphorique. Le contenu du Halter 70 a fait l'objet de nombreux débats dans l'historiographie contemporaine. Bien que traditionnellement interprété comme étant destiné au vin produit en Béti, certains chercheurs ont préconisé ces dernières années de les relier à la commercialisation d'un sous-produit du vin, tel que la sapa ou lait de frutum, dans le cas des moucouilles. Ces mous n'auraient pas été utilisés comme conservateurs pour d'autres produits, comme on le voit sur les tituli picti habituels. C'est là que vous pouvez voir, c'est le plus habituel, Oliva Negra ex de frutum. Avec une chronologie initiale coïncidant approximativement avec celle des amphores Halter 70, les amphores Dressel 28, fabriqués dans la vallée du Guadalquivir, ont été associés à la commercialisation du vin grâce à leur forme typique à fond plat. Ces récipients ont, comme les précédents, une large distribution dans les provinces méditerranéennes de l'Hispanie, de Gallia et d'Italie, pénétrant également le marché germanique, bien qu'avec un volume de distribution inférieur à celui des Halter 70. Ces amphores semblent dériver du type Urqueus, que vous savez dans l'image, également amphore à fond plat, et d'une capacité similaire à celle de Dressel 28. Ces amphores sont produits dans la région de Cadiz et également dans les vallées du Guadalquivir, avec une distribution dans ces cas mineure et principalement concentrée dans les provinces hispaniques. Après les amphores décrits ci-dessous, nous avons documenté les amphores Galois 4 des récipients à fond plein fabriqués sur les côtés de Grenade et dans la baie de Cadix, si vous pouvez le voir. Ces récipients ont été retrouvés encore provisoirement dans le Rhône et dans diverses parties de l'Hispanie. Ce type d'amphore date de la fin du IIe siècle à la fin du IIIe siècle de notre ère.
Un peu plus tard, au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ, on commence à fabriquer les amphores Beltrán 68, légèrement plus rond que les types précédents et est à nouveau doté de pivots. Avec une aire de distribution similaire à celle de leurs prédécesseurs et fabriquée exclusivement sur les côtés méditerranéens de l'Andalousie. Peu d'exemples ont été documentés principalement dans les zones côtières d'Hispanie et avec des découvertes ponctuelles dans le Rhône. L'épigraphe dédiée par Coelia Macellina à son père, marchand d'huile, mais aussi de vins vétiques, témoigne de la production viticole de ces régions et de son insaisissable commerce interprovincial. Cette intéressante inscription, recueillie et analysée par Jean-Pierre Brown dans son ouvrage de 2004, est datée entre 130 et 170 après Jésus-Christ, à une époque où les amphores avant de la Vétique étaient déjà rares. L'explication de ces raretés de récipients en céramique, il faut savoir qu'aucune amphore de vin n'était fabriquée dans les vallées du Guadalquivir après le 1er siècle après Jésus-Christ et que celles fabriquées sur les côtés sont très rares, a été développée par Jean-Pierre dans l'ouvrage mentionné plus haut. Pardon, c'est ça. L'absence d'amphore s'explique par l'utilisation des tonneaux pour la commercialisation des vins vétiques. Bien que l'utilisation de ce type de contenants périssables soit toujours difficile à prouver, comme nous avons vu au long de ces journées, nous disposons de des témoignages, l'un direct, l'autre indirect, qui confirment cette pratique. Le premier est la découverte d'une marque de feu sur un fragment de tonneau trouvé à Lyon, réutilisé comme bouchon d'amphore dans un contexte du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, sur laquelle on peut lire le nom d'Uritius. Ce nom apparaît également sur des timbres apposés sur les amphores très élevantes trouvés dans les limes rhénans et sur l'épave de Port-Bendre II. Ici, vous pouvez le voir. Sur ces navires datés de l'époque de Claude, on trouve également un titre pictique sur un amphore Halter 70 qui mentionne Quintus Uritius Revocatus, et indique que le produit contenu est un des fruits d'excellente qualité. Ici, vous pouvez voir cet timbre. Tout ceci semble corroborer l'idée que la commercialisation du vin s'effaçait déjà au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, principalement dans des tonneaux, tandis que le Halter 70 était utilisé pour les dérivés du vin, tels que les defrutum, moins réduits par ébullition. Les amphores à fond plein étaient réservés à vins spécifiques et de meilleure qualité, nous pensons, avec une diffusion très limitée, étant produits en dehors de la région de Guadalquivir à partir de 150 après Jésus-Christ. Cette implication du tonneau dans la commercialisation des vins vétiques se reflète comme preuve et indirecte dans les nombreuses coupailles funéraires trouvées aussi bien en Lavétique que dans le sud de la Lusitanie et en général sur tout le territoire hispanique. Ici, vous pouvez voir quelques exemples de ces coupailles funéraires. La présence d'éléments liés à la vigne et à la viticulture sur les monnaies témoigne également de l'importance de ces ressources agricoles dans la région. Les pièces d'Atinipo, Iulia Constantia, Baesipo, Iulia Traduta, Iulia Arba et Turi Regina, ici vous pouvez voir cette acugnation, parlent de l'importance de ces ressources dans la région. Ces iconographies monétaires du vin couvrent le cours moyen et inférieur de Guadalquivir, ainsi que la côté de Cadiz et Malaga, pénétrant à l'intérieur des terres jusqu'à l'Extrémadure. La plupart de ces pièces remontent au Xe siècle avant Jésus-Christ et se poursuivant jusqu'à la période augustine. Nous pensons qu'il est réellement nécessaire de souligner l'impeintre romain évident que l'on peut observer dans la production de vin de Jerez de la Frontera avec ce vin appelé Solera. L'utilisation de la fermentation oxydative avec les voiles de fleurs et le réfraîchissement de vin pour augmenter la présence de sucre grâce à l'ajout de vins plus jeunes est une continuation évidente de la vinification décrite par Columella, également originaire de Cadiz.
L'importance de la viticulture dans ces régions est bien connue depuis l'époque médiévale et sa matérialisation d'outils et d'ustensiles traditionnels nous permet d'essayer de retrouver les traces de la viticulture ancienne. Quant au lieu de production de ces vins vétifs furtifs, nous n'avons pas eu beaucoup plus de temps de les localiser et de les étudier. En partie parce que nous recherchons les traces archéologiques d'une technologie qui n'est utilisée qu'occasionnellement dans la province de Vatican, comme nous verrons. Dans son travail de 2004, Jean-Pierre n'a enregistré qu'un seul torcularium lié avec certitude à la production de vin dans la province de Vatican, la Loma de Ceres, sur la côté de Grenade. En 2002, dans l'ouvrage que j'ai publié sur les 551 torculari analysés pour l'Hispanie, une seule, c'est même Loma de Ceres, a pu être reliée avec certitude à le vin produit à Vatican. Que se passe-t-il donc avec les enclaves viticoles du sud de la péninsule? Pourquoi, par rapport à la Tarraconaise qui arrosait des caves, nous n'avons pas pu détecter une production de vin dans ces régions? Il est vrai que le nombre total d'interventions était inférieur à celui d'autres régions de l'Hispanie, mais il est évident que nous n'interprétons pas correctement les objets archéologiques. Nous n'avons pas été en mesure d'interroger les artistes archéologiques à la recherche du vin vétique. Bon. La réponse est venue avec la découverte de la fouille de la Villa de las Musas en Navarre par María Ángeles Mesquidis. Si vous pouvez voir, c'était archéologue espagnol que j'aime beaucoup et qui encore est vivant. Les découvertes de cet archéologue dans les cours moyens de l'œuvre ont permis de définir un récipient en céramique lié à la production de vins différents de l'Edolia de Fossa, ainsi que l'utilisation d'espaces amphores de basilic pour la fermentation du vin. C'est un incendie survenu à la fin du IIIe siècle après Jésus-Christ qui a permis de fossiliser toutes les cultures matérielles liées à la fermentation du vin dans cette cave, datée à l'origine du 1er siècle après Jésus-Christ. L'extraordinaire état de conservation de la cave de las Musas a également permis de récupérer une partie de la dimension symbolique et sociale de cet espace avec la découverte de l'édicule d'un lararium. Ici, vous pouvez le voir. La présence de ce type de structure culturelle à l'intérieur de la Binaria est bien attestée dans les villas vésuviens et nous pouvons supposer qu'il s'agit d'un élément qui accompagne habituellement les espaces de fermentation domestique. Si vous pouvez voir quelques exemples de les villes vésuviennes avec ces dimensions culturelles. Pour en revenir au processus de vinification, les 34 récipients en céramique trouvés dans cette cave, ainsi que leur couvercle, également en céramique et doté d'une perforation permettant au dioxyde de carbone s'échapper, nous ont permis d'identifier un type de récipient en céramique différent de celui traditionnellement associé à la vinification romaine qui correspondait au récipient défini comme un orca par Varron. Ce type de récipient a été trouvé dans toutes les installations vinicoles connues de la moyenne vallée de l'Èvre et ces dernières années, il a également été identifié dans la zone centrale de la péninsule ainsi qu'à l'est et au sud de l'Hispanie. Il s'agit d'un récipient qui se caractérise par le fait qu'il est fabriqué sur un tour de potier avec des pâtes décantées et cuites en Occident et des parois peu épaisses. Il est de forme ovoïde avec une bord entrante et des sens, un nombre de 2 ou 4, généralement ranurés sur la partie supérieure de la pièce, mais non reliés au bord. Ces récipients ont une capacité comprise entre 100 et 300 litres et sont posés directement sur le sol des salles de travail, sans utiliser des fosses ou des supports en céramique, bien que des cales en bois soient généralement utilisés pour les donner de la stabilité. Il s'agit de récipients mobiles, comme il indique la présence systématique dense. Ces arts sont difficiles à reconnaître dans les registres archéologiques, car elles ne laissent pas de traces structurelles d'utilisation et leurs fragments sont facilement confondus avec d'autres céramiques communes.
Leur taille varie de 70 à 100 cm de hauteur et leur diamètre maximal est compris entre 50 et 70 cm. En ce qui concerne la désignation terminologique de ces récipients en céramique de tradition pré-romaine, j'ai proposé en 2011 d'utiliser le terme orcae sur la base de la lecture du texte de Baron que vous pouvez lire, vous pouvez voir dans l'image. Il ressort clairement de ce texte que l'auteur romain différenciait nettement les récipients de vinification hispanique, orcae, des récipients italiens, d'olea. Baron indique clairement qu'en Hispanie, les céramiques particulières étaient déjà utilisées au 1er siècle avant Jésus-Christ pour la vinification, comme le montre aussi l'archéologie. Morphologiquement, ce type de récipient est apparenté aux tinajas ou tinajillas pré-romaines qui, à leur tour, sont morphologiquement et fonctionnellement redevables au système de vinification et de transport utilisé dans le monde phénicien. Les amphores de tradition phénicienne fabriquées en Ibérie, ici vous pouvez voir une de ces amphores, même que celle de la Méditerranée orientale, n'était pas seulement utilisée pour la commercialisation du vin, mais servait également de récipients de vinification. Pardon. L'utilisation de ces récipients en céramique a donné naissance à un contenant spécifique pour la vinification, comme les jarres ibériques, que nous voyons représentés dans les zones d'influence phénicienne, pénétrant dans le vallée de l'Ebro, comme illustre entre autres les découvertes du site de San Antonio de Calafate que vous pouvez voir dans l'image. Le lien entre les récipients pré-romains et les orcae utilisés à l'époque romaine est le plus visible dans les découvertes exceptionnelles de la cave aristocratique de l'Oppidum de la Livisosa, Albacete, dans l'intérieur de l'Hispanie. La destruction de ces établissements pendant l'ère sertorienne a permis la conservation exceptionnelle d'un espace dans lequel on était trouvé caravanes amphoras tinajas, ici vous pouvez voir, qui, malgré la cesse-danse, présentent un lien évident, même dans la forme de leur couvercle, avec les essences plus tardives de l'époque romaine. La Villa de las Musas nous donne également une ligne directrice pour définir les espaces dans lesquels se déroulait la fermentation effectuée dans ces orcailles. Sur ce site, la vinaria, la C, est située au sous-sol d'un bâtiment à deux étages et apparaît articulée en nef longitudinal grâce à l'utilisation d'une rangée de piliers. Ici, vous pouvez voir ce chai avec ces deux altures, cette rangée de piliers qui permet de soutenir les têtes de la seconde pisson, pardon. Le terme de basilic appliqué au caves avant est mentionné par Palladius. Ici, vous pouvez voir les thèses. Ut basilicus, ut basilicae ipsus forma, nous dit Palladius. Il nous semble donc correct d'utiliser le terme de basilic pour définir ce type d'espace de fermentation que nous connaissons bien pour l'Italie aussi, non seulement pour la péninsule ibérique, pour l'Italie aussi, nous les connaissons par phase plus avancée, pour les Bas empires, pour l'Antiquité tardive. Et ces caves de forme basilicale sont visibles dans les premiers siècles après Jésus-Christ, dans le Val de l'Èvre, ainsi qu'en Lusitanie et à Baetica. Elles se sont répandues dans toute l'Hispanie dans le cadre du phénomène de renfort des villae caractéristiques à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle. L'image montre les plans de certains de ces caves, de ces chais, dont les dimensions varient en fonction du volume de production, mais dont les caractéristiques constructives et planimétriques, ils sont similaires, comme vous pouvez le voir. À l'état de la recherche, nous pouvons affirmer, sans nombre d'un doute, que dans les provinces hispaniques, deux systèmes de vinification convergent, conformes à des traditions différentes.
D'une part, la tradition italienne, partiellement héritée de la tradition grecque, qui utilise des récipients en céramique enterrés ou partiellement enterrés, c'est de l'Ia de Fossa que nous venons de parler, disposés dans des espaces généralement à l'air libre. Ce modèle, caractéristique du vin tarraconensis, comme nous avons vu dans l'intervention précédente, est relativement facile à identifier dans les registres archéologiques grâce aux traces laissées par les dolias enterrés. Outre la côte méditerranée, Levante et la Catalogne, la présence de ce type de caves a été constatée dans le centre et le sud de la Lusitanie, dans le centre de la péninsule et même en Béthie, mais dans une bien moindre mesure et chronologiquement restreinte au Haut-Impère. L'autre système d'humidification qui utilise des petits récipients mobiles en céramique disposés dans de nombreux cas dans des pièces en forme de basilie est redevable à la technologie agricole indigène, clairement influencée sur les poids de la tradition phénicienne. L'utilisation de ce type de récipients rend des traces archéologiques du processus de vinification pratiquement invisibles. Il ne laisse pas d'empeintre structurel évident comme les fosses des récipients enterrés ou semi-enterrés, et leurs pattes et formes sont facilement confondues avec d'autres céramiques communes. Au fil du temps, la fermentation dans les dolia de fossa est devenue minoritaire en Hispanie, remplacée par les orcailles disposés dans les édifices basilicaux, à l'exception de l'actuelle Catalogne, où l'usage du dolia de fossa se poursuivra à l'époque visigothique. Ces traditions sont présentes dans la province de Baetica, comme nous le verrons dans les diapositives suivantes, bien qu'avec des chronologies et des intensités d'implantation différentes. Intéressons-nous maintenant plus particulièrement au vin de la région vétique. La compréhension des différents systèmes de vinification développés dans les provinces hispaniques nous permet progressivement de caractériser la production viticole de ces régions. À ce progrès dans la recherche des processus technologiques agricoles s'ajoute un volume croissant d'informations provenant d'interventions réalisées dans les domaines de l'archéologie professionnelle, dont beaucoup sont rassemblés dans le volume Villas Romanas de la Bética, coordonné par Rafael Hidalgo. On connaît également mieux les industries céramiques de la vallée du Guadalquivir, grâce au nouvel étude réalisé par le projet Olestro, dirigé par Stéphane Monet, je ne le vois pas, qui a donné lieu à 3 excellentes thèses de doctorat de Quentin Desbonnet, Ivan González Tovar et Oriane Bourgeon. Bien que les données soient encore moins claires que nous le souhaiterions, nous pouvons commencer à caractériser la production de vin de la région de la Vétique. Par rapport à la seule installation viticole que nous avions détectée il y a 10 ans, nous disposons aujourd'hui de plus d'une dizaine de sites qui nous fournissent des données sur la production de vin dans ces régions. En outre, nous commençons à connaître la morphologie et la caractérisation des récipients binaires en céramique, ces orcailles mentionnées par Baron et que nous avons analysées précédemment. L'absence de vestiges productifs avant la période Augustin est significative, ce qui pourrait s'expliquer par l'utilisation de ce type de récipients horaciens indigènes, ainsi que par des technologies de broyage simples qui rendraient le processus de production pratiquement invisible dans les registres archéologiques. Les traces les plus anciennes de production de vin dans la région de Baetica remontent au 1er siècle après Jésus-Christ, sans qu'il soit possible à ce moment de donner une chronologie plus précise. Ces industries se caractérisent par l'utilisation des dolia de fossa dans des espaces en plein air, comme le montrent les exemples de Adaines que vous pouvez voir dans l'image. Ces industries et aussi los lavaderos y los robles. Cependant, ces récipients sont plus petits que ceux utilisés en Italie ou dans le nord-est de la Tarraconensis, avec des diamètres maximum de 70 à 90 cm et des capacités ne dépassant pas 300 litres. Cette taille réduite de ces dolia globulaires est également courant en Lusitanie et dans les centres de l'Hispanie, et aussi une peculiarité de
les régions hispaniques, sauf la Tarraconense, qui continue la tradition italienne de manière plus stricte. L'utilisation de ces systèmes de vinification en vétique est apparemment concentrée dans les rangs complexes de production agricole qui combinent le vignoble et l'olivier, comme dans le cas d'Adaines. Il y a ici le chai avec le Dolia de Fossa et tout cela sur le rang moulin à huile vinculé à la rang production excédentaire de huile de la vétique. Pardon que je m'ai perdu. Cette technologie étrangère pourrait provenir des colons et d'investisseurs italiens qui, à partir d'Auguste, ont commencé à développer l'agriculture spéculative dans la vétique. L'utilisation de ces Dolia de Fossa a pris fin à première au début du deuxième siècle après Jésus-Christ, sans qu'il y ait de documentation ultérieure de cette utilisation dans notre région. En ce qui concerne le récipient de coupe indigène, nous n'avons pu le localiser que dans un seul cas jusqu'à présent dans des contextes d'utilisation. Ainsi, sur le site sévillien du Cortijo de la Marina, dans une cave du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons trouvé des dolias ovoïdes d'un diamètre maximal d'environ 70 cm et d'une alture d'environ 40 cm. Dans ce site, du charbon de bois a été trouvé sur les pièces, ce qui pourrait être le résultat de l'utilisation des calembois pour les donner en plus grande stabilité, comme on peut également le voir dans les cas de las musas. Et nous avons, plus de sens de localiser ces récipients d'origine indigène dans leur poterie. Les travaux de surface réalisés dans les figlignes du Guadalquivir de Conventus Cordobensis et Hispalensis dans le cadre du projet Olestro, mentionné plus haut, ont permis d'identifier la production de ce type de récipients de tradition indigène dans 17 centres de production, ce qui confirme sa production au moins à partir du 1er siècle de notre ère. Un exemplaire complet, et si vous pouvez le voir, d'une capacité de 126 litres, a été trouvé sur le site del Berro, dans le cours moyen du Guadalquivir. Ces récipients sont fabriqués avec les mêmes pâtes que les amphores à huile de Recel 20 et Recel 23 et les brillos utilisés pour fabriquer les amphores, ce qui rend le détection en surface très difficile. Ce fait a empêché l'identification de ces récipients jusqu'à très récemment, ce qui a rendu difficile la compréhension des phénomènes productifs de Baetica comme nous l'avons signalé. En septembre de 2022, le congrès d'Olia ex Hispania se tenait à Tarragon, où ces conteneurs ont fait l'objet d'une analyse approfondie. Nous attendons avec impatience la publication de l'ESAS, que je crois qu'elles sont pratiquement préparées. Lors de ces congrès, Inés Bath et Catarina Veigas ont présenté la découverte de ce type de conteneurs fabriqués dans la vallée du Guadalquivir, dans l'Algarve portugais. Ici, vous pouvez voir l'image où marque le site où sont trouvés ces conteneurs fabriqués dans le Guadalquivir, dans le sud de la Lusitanie. La question se pose de savoir si ces récipients envoyés vides pourraient être utilisés dans les fermes rurales du sud de la Lusitanie ou s'ils ont été utilisés comme récipients pour la commercialisation des vins du Guadalquivir au sud de la Lusitanie. Cette question n'est pas encore élucidée et ouvre un débat très, très intéressant. L'ancien même congrès, Dario Bernal, a montré l'utilisation d'un de ces récipients en céramique dans la cétaria douce de Baello, liée à la production de conserves de poissons. Il n'est pas encore possible de déterminer s'il s'agit d'une utilisation primaire ou d'une réutilisation d'un récipient précédemment utilisé pour le vin, comme dans le cas de l'Algarve. Il a également été suggéré récemment, sans soutien archéologique pour le moment, que ces orcailles auraient pu être utilisés non seulement dans la fermentation du vin, mais aussi dans les moulins à huile bétique pour stocker l'huile jusqu'à qu'il soit commercialisé. Bien que ces hypothèses ne puissent être totalement exclues, tous les exemples connus à ce jour de trasvassements et de stockage de huile dans la région
font état de ce qu'on appelle des hémidolia. Si vous pouvez voir ce type céramique. Un type céramique présentant les mêmes caractéristiques techniques que les orcailles, mais qu'avec une ouverture large et qu'habituellement on trouve encastré dans des murs de maçonnerie. La fermentation effectuée dans ces orcailles aurait eu lieu dans des espaces couverts de forêts allongées et dans de nombreux cas avec des plants basilicaux, comme nous l'avons vu dans le cas de las musas. Nous pouvons ainsi caractériser un modèle spécifique de la binaria marqué par l'utilisation d'un plan basilical articulé en nef grâce à l'utilisation de U ou de rangs longitudinaux de piliers avec un toit de pente des sols en terre et la présence habituelle d'une coupe pour le transfert du vent à l'extrémité plus proche du pressoir. Il est fréquent de trouver en premier étage, comme dans le cas de Alto de Valdepardillos, ici nous pouvons voir les bases de l'escalier, qui aurait été utilisé, ce premier étage, comme entrepôt pour autres produits agricoles. Dans le cas de la Baetica, nous trouvons ce type de laminaria tout au long des premiers et deuxièmes siècles après Jésus-Christ, comme on voit dans la Loma de Ceres au Cortijo del Canal, bien qu'il semble être généralisé au IVe siècle après Jésus-Christ, comme le montrent les exemples de Valdepardillos, Cártama ou Fuente Álamo, si nous pouvons le voir. Bon. Comme nous avons vu, nous sommes encore loin de pouvoir déterminer les volumes de production, les canons et systèmes de commercialisation et l'évolution chronologique du vin produit dans l'Andalousie romaine, mais nous nous rapprochons de la compréhension du processus de vinification à travers le massif, les outils et les bâtiments utilisés. La caractérisation des pièces archéologiques qui témoignent le processus d'élaboration des vins à Baetica est le premier pas pour avancer dans leur étude. Et comme nous avons vu tout au long de ces exposés, c'est ce que nous faisons, essayer. Merci.